Au moment où la crise du foncier fait l'actualité en Côte d'Ivoire, au moment où la rénonciation du président Tidjane Thiam à sa nationalité française relance le débat identitaire en Côte d'Ivoire, ActuPeople.net ne pouvait avoir un bien meilleur invité qu'un élu de la nation. Député de la commune de Yopougon, il est reconnaissable par sa grande taille, reconnaissable aussi par un marqueur identitaire, ça reste du reste son marqueur identitaire, c'est l'équerre, et surtout se parler très facile, en tout cas accessible à la masse. Ses prises de parole dans les médias sont très très rares, pour ne pas dire que c'est sa toute première interview justement exclusive. Nous savons que depuis l'avènement du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA, ce parti est revigoré et rêve de prédestiner à nouveau à la destinée de la Côte d'Ivoire après l'avoir perdu en 1999 suite au coup d'État qui a renversé le président Henri Konan Bédié. Mais face à un RHDP qui tout de même, en 15 ans de gestion de la Côte d'Ivoire, a à son actif plus de 70 infrastructures routières, plus de 40 ponts, et je me suis amusé à les compter, à les répertorier et à avoir un chiffrage. Face à un tel mastodonte, quelle sera l'alternative justement du PDCI RDA pour, avec quels arguments bien sûr, avec quelle alternative, on va dire, en termes de développement, en termes d'industrialisation, en termes de repositionnement de la Côte d'Ivoire et faire mieux que ce soit qu'avec le FPI de Laurent Gbagbo ou le RHDP du président Alassane Ouattara. Justement, il y aura tellement de problématiques à développer. Et notre invité, justement, c'est le député, l'honorable Diaoufoué Yo Augustin, député de Yopougon. Augustin, député de Yopougon. Avec lui, nos problématiques auront des questions. Et vu que j'ai parlé d'actualité, l'honorable me permettait, on va commencer par ça justement. Oui. L'actualité, c'est la crise dans le foncier. Oui. Quel est votre mot face à cette crise si répondante? Merci bien mon frère Vergès de me donner cette opportunité. Je sais que pour l'interview, ça date. Tout à fait. Ça a vraiment sollicité. Ça fait 2 ans. 2 ans. Que je vous poursuis pour cette interview. Je disais que je n'étais pas un homme de médias. Tout à fait. Et vraiment, je te devais cela. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, pour moi, vraiment, c'est une dette que je suis en train de régler parce que tu le mérites. Merci beaucoup. Concernant l'actualité, moi, je pense qu'il n'y a pas le feu à la demeure. Hein. Nous avons toujours dit que le problème majeur de la Côte d'Ivoire, c'est la corruption. Et ce qui se passe au niveau du foncier, au niveau du ministère de la Construction, c'est la corruption. Je ne maîtrise pas le dossier de chaque personne qui se plaît, mais le nœud du problème, c'est que le ministère de la Construction est un ministère qui est pourri, excusez-moi du terme, parce que la corruption est le problème de la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Et si aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux, parce que la dame s'est plainte sur les réseaux sociaux, donc ça a attiré l'attention de tout le monde. Mais si les gens doivent se plaindre pour chaque secteur, vous verrez que c'est le même problème de corruption qui est partout. Et la dernière fois, je discutais avec un ami qui me disait, mais Dia, il y a plein de ministères qui sont corrompus. Pour moi, c'était les régies financières. Mais avec ce que j'ai entendu au niveau du ministère de la Construction, la corruption vraiment à ce niveau-là a atteint vraiment un sommet inimaginable. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que là, cette interview, nous la démarrons tambour battant, parce que vous dites les choses de manière ouverte. Tout à fait. Pour vous, il ne faut pas passer autour du pot. C'est la corruption. Et le ministère de la Construction est gangréné par ce fléau qui mine tous les secteurs dans leur ensemble de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. La corruption au niveau du ministère de la Construction est énorme. Ce qui se passe est inacceptable. Et vu que vous avez identifié le mal justement, qu'est-ce que vous proposez en tant que leader de la nation?
Écoute, nous, à notre niveau, nous savons que c'est le mal qui touche toute la Côte d'Ivoire, dans toute son entièreté. Et ce qui fait que ce fléau, parce qu'il fait plus de mal, même que le palu et le sida, hein, la corruption que vous voyez là, c'est l'absence de justice. Et tant que ceux qui pratiquent la corruption seront impunis, va prospérer. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une absence, c'est-à-dire maintenant, il faut punir ceux qui pratiquent la corruption. Et pour vous, les sanctions devaient aller de quel ordre? Que le ministre de la Construction puisse démissionner, qu'on puisse le démettre? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le problème, c'est que vous avez vu la dernière fois à la télévision, ils ont parlé, mais ils sont toujours en train de sanctionner les petits poissons. Ici en Europe, où je suis, lorsqu'il y a un scandale qui touche un ministère, le premier responsable du ministère, c'est le ministre. Tout à fait. Ce n'est pas le petit agent ou bien le DG, non, c'est le ministre. Et tant que le ministre sera dans une dynamique d'impunité, ça continuera. Parce que normalement, lorsque dans un ministère, il y a un tel scandale, si on ne peut pas toucher le ministre, mais au pire des cas, tous les DG du service doivent être remplacés. C'est ce qui va monter un signal fort à toutes ces personnes qui travaillent dans ces services qu'il y a une nouvelle dynamique. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Et quand les sanctions sont prises, personne n'est au courant. Ils peuvent venir vous dire qu'on a sanctionné 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, qu'est-ce qu'ils prouvent? Il ne suffit pas juste de les virer. Parce que c'est des gens qui ont fait du tort à l'économie du pays. Qui ont, vous savez, construit une maison, acheté un terrain, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et il suffit seulement de renvoyer la personne de son service, mais il ira pratiquer la corruption ailleurs. Même les autres qui sont restés dans le travail, tout ce qu'ils diront, c'est que, bon, au pire des cas, ce que je peux endurer, c'est que je perde mon boulot. Donc, on peut continuer. Parce que je ne vais pas être victime d'une sanction pénale. Je ne vais jamais répondre devant la juridiction. Donc, il n'y a pas de problème, je peux continuer. Et c'est cette impunité qui fait que ça continue. Et nous pensons que, avec le président Tidjane Thiam, nous mettons fin à cette impunité. Et lorsque ce sera la fin de l'impunité, vous allez voir que la corruption va diminuer. Vous avez tellement raccourci ce débat que ça ne m'amène pas, on va dire, à parler de cette enquête journalistique menée par l'honorable, justement, Assalé Tiemoko, qui incrimine largement, comment on appelle ça, le ministère de la Construction. Parce que tout de même, on voit des décisions de justice qui sont rendues par la Cour suprême, mais malheureusement qui ne sont pas appliquées par le ministère de la Construction. Et tout cela parce que, quelque part, pour vous, des ficelles sont tirées et tout cela est arrimé à la corruption. La corruption. Maintenant, vu que, comme je dis, vous avez tellement raccourci les débats, mais sur le haut niveau, justement, des parlementaires que vous êtes, justement, j'ai vu une déclaration de la députée de Zenoula, Jarvis Zamblé, justement, qui parlait de ça et qui disait, et ça a surpris beaucoup de personnes, on se disait quand même qu'il y avait des tests de loi en vigueur qui protégeaient tout de même les populations dans ce sens. Pourquoi est-ce que vous, les parlementaires, n'aviez pas tout de même pris des garde-fous dans ce sens pour pouvoir protéger les populations et que c'est aujourd'hui que, vu que ce débat est lancé, qu'on parle de vouloir en parler à l'Assemblée nationale? Non, en fait, c'est juste pour noyer le poisson. Parce que le problème auquel on est confronté en Côte d'Ivoire, c'est que la séparation des pouvoirs n'existe pas. C'est l'exécutif qui gère le Parlement et qui gère l'appareil judiciaire. Donc, venir au Parlement pour venir parler de ce sujet, si l'exécutif, dirigé par le président de la République et le gouvernement, donne l'autorisation, il n'y a pas de problème. Mais les institutions qui donneront iront dans leur sens parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Et les députés RHDP, qui sont majoritaires, vont suivre les instructions de l'exécutif, même s'ils sont dans le tort. C'est vrai que ça donne l'impression que le Parlement ne travaille pas. On se plaît, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'une loi peut être soumise à l'Assemblée, et si l'exécutif donne les instructions aux parlementaires du RHDP, ils suivent ces instructions, même si eux-mêmes ils sont victimes de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, ça ne touche pas seulement que les militants de l'opposition.
Ça touche tout le monde. Et vous voyez bien que tous ceux qui se plaignent sont des gens même qui sont proches d'eux. C'est des militants. On voit que c'est des militants du RDR, c'est des militants qui se plaignent, qui demandent, qui ne les inclinent pas, qui demandent au président Hassan d'intervenir pour eux. Parce qu'il considère qu'il est le président du RHDP. Donc il considère que, il demande au président même d'intervenir pour eux. Vous voyez? Donc c'est pour dire que le président, le pouvoir, l'exécutif a trop de pouvoir. Donc on peut dire, comme ils ont demandé, hein, il faut une enquête parlementaire où on va soumettre, on va mettre un tripartite avec le RHDP, le PDCI, le PPACI, tout le monde dans la même boîte. Mais l'enquête parlementaire, quand on finit de la constituer, on le dépose sur la table du président de l'Assemblée nationale. Quand on finit de déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale, ce dernier va le soumettre au président de la République, qui doit valider. S'il ne valide pas, il n'y aura pas d'enquête parlementaire. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les parlementaires préfèrent les observer et préfèrent aller dans la rue, faire des conférences de presse pour décrier cet état de la société. Parce que tout est soumis au président de la République. Tant qu'il ne donne pas son OK, il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien qui est fait. Lorsque vous en parlez, ce qu'on retient là, c'est que quelque part, le pouvoir RHDP aura échoué sur le plan social quelque part. Mais depuis longtemps, ils ont échoué sur le plan social. Depuis longtemps. On voit aujourd'hui, ils avaient promis qu'ils allaient faire des logements sociaux pour la population. Le président de la République avait promis près de 500 000 ou 50 000, je ne me rappelle plus trop de la promesse de son engagement, mais ça n'a pas été respecté. Et chaque fois qu'on doit aller à des élections, ils viennent faire des premières pierres, des ouvertures. Donc ça pour dire qu'au niveau social, ça ne fait pas partie de la priorité. Les républicains, le social ne fait pas partie de la priorité. Mais comme ils sont en Afrique, il faut en parler, c'est pourquoi ils en parlent. Sinon, ils n'ont pas la volonté d'aider les plus pauvres. C'est un pouvoir qui est là pour s'enrichir, qui est boulimique. C'est tout. Au plan social, il ne faut rien attendre d'eux. Rien du tout. Le constat est amer tout de même, non? Mais c'est les Ivoiriens qui font semblant de faire comme si le constat il est amer. Mais outre ce volet social dont on parle, qui puisse être peut-être le talon d'Achille du RHDP, on voit que sur le plan infrastructurel, je l'ai dit tout à l'heure, tout de même, lorsqu'on répertorie, on a près de 70 infrastructures routières. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que pour les 15 premières années du président Alassane Ouattara, parce que peut-être il va briguer à nouveau la magistrature, c'était de pouvoir quand même créer les sillons du développement et après penser aux filets sociaux, quelque part pour vous? Vous savez, nous, le PSCIDA, nous avons eu à diriger ce pays. Nous avons eu à diriger ce pays. Et le développement s'est fait à tous les niveaux, à tout azimut. Le développement infrastructurel, les infrastructures ont été faites. En même temps, nous avons construit des logements avec la Sikoji, Sogefia. Les Ivoiriens, vous arrivez à Yopougon, tous les logements ont été remis aux Ivoiriens. Il suffisait même de payer 10 000 francs, vous étiez chez vous. Mais en même temps, ça permet aussi de construire la Côte d'Ivoire en même temps. Le problème qu'on a avec le RHDP, ce n'est pas on dit qu'ils n'ont pas travaillé, hein, ils ont fait quand même leurs efforts. Ça, il faut le reconnaître. Mais ils ont orienté, c'est-à-dire les investissements où ils avaient l'opportunité de pouvoir avoir des retours-commissions. Ils se sont beaucoup axés sur les infrastructures routières parce que c'est des investissements qui demandent des milliards. Des milliards. Mais attends, le PDCI RDA a eu à effectuer des investissements, a eu à construire Azito, Cyprès, on a eu à construire le port autonome d'Abidjan, San Pedro, construire le plateau, construire les 2 premiers ponts, De Gaulle et Félix Houphouët-Boigny. On n'a pas entêté exagérément la Côte d'Ivoire à en mourir. Tous ces investissements aussi ont été, c'est vrai, il y a eu des prêts, mais pas exagérément comme c'est le cas aujourd'hui. Avec 42 000 milliards de francs CFA, vous pouvez imaginer ce qu'on pouvait faire dans le pays. Il ne faut pas qu'on voie qu'à Abidjan, il y a des infrastructures routières qui ont été faites. Donc automatiquement, on a l'impression que toute la Côte d'Ivoire est développée. Ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Vous-même, vous vivez en Europe. Quand vous regardez le développement entier en Europe, mais si vous quittez Paris, vous allez à Lyon, vous allez à Lille, vous allez sentir que le développement... Souvent, vous vous déplacez, mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas de changement. C'est comme si vous n'avez pas changé de lieu. Je suis allé à Londres. Vous allez à Londres, vous allez à Coventry, vous allez à Liverpool, vous allez à Manchester. C'est un développement harmonieux. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on a dépensé, on a eu à prendre des crédits exorbitants, mais pour se concentrer exclusivement sur la capitale économique. Que vous allez à Yamoussoukro, la capitale politique, le président Ouattara, il avait promis qu'il allait délocaliser pour aller à Yamoussoukro. Après 15 ans, ce n'est pas le cas. Ils ont tous orienté le développement vers les infrastructures parce que c'est un environnement où le ministère qui permettait d'engager autant de fonds. Mais à la fin, quand on regarde, le président Bédié se plaignait parce que en même temps qu'on fait les infrastructures, à la plus grande pluie, tout se dégrade. Parce que quand vous faites des commissions, vous donnez des commissions à des gens, à la fin, ces entrepreneurs sont obligés de faire un travail. Pour vous, tout ça aussi, il y a une sorte de corruption derrière oui, aussi. C'est pourquoi je dis que le mal de la Côte d'Ivoire, c'est la corruption. C'est la corruption. Parce que si vous voyez qu'ils n'investissent pas dans les infrastructures scolaires, c'est-à-dire quand on parle... Il y a eu quand même des investissements dans le domaine, au niveau du scolaire. Je vais peut-être vous donner quelques petits... Parce que j'ai vu quand même, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. C'est vrai qu'on pourrait éventuellement faire le procès, on va dire, du pouvoir RHDP. Mais au niveau des infrastructures, quand même, lorsque vous aviez parlé justement d'infrastructures au niveau d'Abidjan, moi j'ai vu quand même au niveau des routes, il y a eu de l'aménagement de pas mal de routes au niveau de l'intérieur du pays. Hein. La route Ferke-Kong, Odiene-Gweleban, frontière Guinée, Divo-Guitry, côtière, la route d'Anané, frontière Guinée. Enfin, là j'ai un listing là. Et maintenant, lorsqu'on parle quand même de l'éducation, il y a eu le lycée d'excellence Alassane Ouattara, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins. Il y a eu l'université de Korogo au niveau de la santé. Justement, vous en parliez une fois dans une de vos prises de parole par rapport au CHU de Yopougon qui a été réhabilité totalement. Il y a eu des investissements dans ce sens. On ne va pas dire quand même que rien n'a pas été. C'est pourquoi je dis que... Oui. Parce qu'au niveau de la santé, de l'éducation, de la culture et du sport aussi avec les stades qui ont été faits. C'est pourquoi les stades ont été faits parce qu'on accueillait la CAN. C'est pourquoi je dis qu'il y a des choses qui ont été faites. Mais la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire ne se fait pas sur les grands axes. Et rentrer dans les quartiers, tout est pourri. C'est juste de la façade. Les grands axes sont faits, il n'y a pas de problème. Et on les félicite pour ça. Mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas aux grands axes. Quand vous venez ici, est-ce que c'est sur les grands axes seulement qu'il y a du bitume? Ce n'est pas seulement sur les grands axes. Le développement, il doit être uniforme partout. Et pour les infrastructures que vous venez de dire, au niveau des universités qui ont été construites, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais nous, quand nous parlons de développement au niveau des infrastructures scolaires, des universités, ce n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas une question de nombre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'était démontré que la Côte d'Ivoire n'est pas classée quelque part. La dernière fois, le président Ayoula le dit lors des vœux du 31 2020, du Nouvel An. Il a dit, il a félicité, il a dit le nombre qui ont été faits. Mais à la fin, on a vu qu'en termes de classement, c'est l'université, c'est l'Institut national Félix Houphouët-Boigny, INPHB, qui est la seule université qui est classée. Lorsque vous bâtissez une université, et pendant 15 ans, l'objectif, c'est de faire en sorte que ces universités puissent être classées dans les plus grandes universités du monde. Il ne suffit pas de construire des infrastructures pour les construire. À la fin, il faut une évaluation. Est-ce que ces personnes qui sont dans ces universités sont des étudiants qui sont de qualité? Là, j'entends bien. Hein. Peut-être que la formation n'a pas suivi. On peut citer le nombre d'universités que vous voulez. Oui. Mais si au finish, ces personnes qui vont étudier n'ont pas les infrastructures qu'il faut à l'intérieur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Du coup, en termes d'alternatives, et je l'ai posé comme problématique tout à l'heure, quelle sera la valeur ajoutée du PDCI-RDA si vous arrivez justement à briguer la magistrature suprême et à prendre les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? On sera dans un schéma de développement ou un schéma industriel? Moi, je vais dire ça comme ça. Je prends ces deux canaux, plus ou moins. Moi, je pense que le président Tidjane Thiam
l'a vraiment bien clarifié. Hein. Le développement d'un pays, on ne se spécialise pas sur un pan. Il est général. C'est pourquoi le président Tidjane Thiam a parlé de IDH, Indice de développement humain. Tout à fait. Si on décide aujourd'hui de se concentrer sur l'éducation, ce n'est pas de construire seulement des universités. C'est de faire en sorte que nos universités que nous allons construire devront être évaluées par les grandes écoles du monde et on puisse classer nos écoles parmi les meilleures. C'est aussi ça. Si aujourd'hui, on décide de parler de santé... Il faut que nos universités deviennent compétitives. Compétitives, à l'échelle internationale. C'est ce qui est important. Afin que, lorsque les enfants sortiront de ces écoles, que le monde professionnel se batte pour les arracher. C'est ça. Il ne suffit pas de dire qu'on a connu des universités et lorsque ces jeunes enfants sortent, à la fin, ils sont au chômage. Parce qu'ils ne sont pas référencés. Personne, ils n'intéressent personne. Donc, quand on parle de l'indice de développement humain, c'est sur cette base-là que les gens, c'est sur la base d'évaluation. Un enfant qui va à l'école, qui n'est jamais évalué, mais personne ne regarde. Sur quelle base on peut savoir qu'il est brillant ou il n'est pas brillant? En tout cas, c'est pareil aussi pour la santé. Ok. Pareil pour la santé. Autant quand le PDCI était avec le président Fauboigny, il y a des gens qui quittaient de partout pour venir étudier en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui quittaient de partout pour venir se faire soigner en Côte d'Ivoire. Tout à fait. La Côte d'Ivoire était une référence au niveau de la médecine. C'est ce que le président Tidjane Thiam veut pour la Côte d'Ivoire. Redorer le blason de la Côte d'Ivoire quelque voilà. part. Et c'est le remettre à la place, où il était. Mais justement, la transition elle est toute faite parce que là, on va maintenant parler du PDCI. D'accord. Parce que pour arriver au pouvoir, il faut aller tout de même en rang serré. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Lorsqu'on parle de l'actualité du PDCI, ce sont les crises à n'en point fini. Déjà, quel est votre commentaire sur cet état des faits? Quelle crise? Il y a tellement de crises. Il n'y a pas de crise. Je veux savoir la crise. Pour vous, il n'y a pas de crise? Il n'y a pas de crise. Ok. Mais est-ce qu'il y a le dialogue avant? Parce que moi, je vais en parler. Hein, parce que les points d'achoppement, les différentes crises internes qu'il y a au PDCI, qu'on voit, qui pullulent, qu'on voit dans l'actualité, justement, avant de les aborder, est-ce que selon vous, il y a un certain dialogue en interne au niveau du PDCI-RDA? Le PDCI-RDA est un parti de dialogue. C'est un parti de dialogue. Nous n'avons aucune crise au PDCI-RDA. C'est juste que le pouvoir en place veut faire croire à la masse qu'il y a des dissensions. Ça n'existe pas. S'il y a des dissensions, ça doit être perçu qu'au sein du parti, il doit y avoir des problèmes. Mais vous regardez très bien au sein du PDCI-RDA, tout le parti, dans son entièreté, fait bloc derrière le président. Tous les députés. Vous savez que là, excusez-moi. Nous sommes 65 députés. Excusez-moi, vous savez que là, vos propos vous contrarient parce que lorsqu'on vous voit au meeting d'Andokwa, que vous dites vous êtes le repéro de Tidjane Thiam, parce qu'en face de vous, en votre sein, au niveau du PDCI-RDA, 2 jours avant, sur un plateau télé, et justement, le ministre Jean-Louis Billon vous a traité de repéro. Est-ce que là, vous parlez de cohésion là? Voici un fait tangible. C'est ce que je veux vous dire. Il suffit seulement qu'une personne... Billon, il est député comme moi. Hein. Oui. Il est député comme moi. En termes de députés, nous sommes 65. Si chaque député devait prendre une position différente, on allait dire, bon, le PSC, ça ne va pas. Non, mais pour lui, c'est assez criard quand même. Non. Pourquoi? Vous avez une élection, on dit c'est 50% plus une voix. Tout à fait. Pour que vous gagnez une élection présidentielle. On ne dit pas, il faut avoir 99%. 50% plus une voix. Vous avez la majorité, vous dirigez le pays. Vous pouvez avoir 49,99% de personnes qui n'ont pas voté pour vous, qui ne sont pas avec vous. Mais malgré ça, vous êtes le président de la République et vous dirigez le pays. Vous comprenez? Avec le président Tidjane Thiam. Mais je veux dire, il a été élu par tout, ça dit 96, 90, je me rappelle même plus. Oui, on l'a vu. Voilà. Il y a eu même des désistements pour que je suive votre convention. Non, je veux mais dire, le cas Billon tout de même. Non, mais je veux dire qu'on ne veut pas faire des fixations. Ok. On peut faire des fixations sur un seul individu. Si au moins on observe et on voit que à côté du ministre Billon,
on a une pléthore de cadres du PDCI, d'envergure autour de lui, on peut dire qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, on observe, on voit que tous les cadres dans leur ensemble, dans leur entièreté, sont tous derrière le président Thiam. Donc on se rend compte que clairement, il y a un parti qui aimerait qu'on dise que le PDCI est divisé pour qu'on puisse savoir qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas la première fois pour le PDCI-RDA. Dans le temps, on a eu Donald Fologo qui s'est présenté face au président Henri Konan Bédié. Il n'y a pas eu feu à la demeure. Et Donald Fologo avait des ténors avec lui, du parti. Il avait des barons qui étaient à ses côtés. Et il avait aussi des secrétaires généraux qui étaient à ses côtés. Il n'y a pas eu feu à la demeure. Donc pour vous, le pavillon... Après Donald Fologo, on a eu Djedje Madi, qui a affronté aussi le président Bédié. Il n'y a pas eu le feu à la demeure. Donc pour nous, peut-être aujourd'hui, les jeunes générations sont choquées, mais pour nous, au PDCI-RDA, qui sommes un parti démocratique, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau du tout. Mais là même, aujourd'hui, on le trouve encore plus facile parce que le challenger du président, il est isolé, il est seul. Il est seul. Donc pour vous, le cas Billon, ce sera un feu de paille qui va s'éteindre. C'est pourquoi nous préférons l'ignorer. Parce qu'il n'existe pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de faire là. Pour vous, le ministre Jean-Louis Billon n'existe pas. Mais il y a justement un membre aussi du PDCI qui, elle, a été au bureau politique pendant longtemps, Yapo Valérie, qui a fait une sortie dernièrement et qui, pour elle, la seule alternative, c'est la destitution du président Tidjane Thiam, d'autant plus que pour elle, son processus de rénonciation à sa nationalité française va prendre au moins 2 ans. Ce sont ses mots. Voilà. Elle demande carrément à ce qu'il soit destitué pour qu'il y ait une nouvelle personnalité. Sinon, au final, le PDCI n'aura pas de candidat parce que à 8 mois des élections, on ne sait pas si il va pouvoir avoir une seule nationalité ou pas. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, le président Tidjane Thiam, il a bien expliqué qu'il a renoncé à sa nationalité française et c'est un processus qu'il a commencé depuis l'année dernière. Ok. C'est bon à savoir. C'est une continuité, c'est le processus de sa renonciation qu'il est en train de parachever au niveau d'Abidjan. Lorsqu'il a fait son annonce, tout le monde a été éclairci que le président Tidjane Thiam n'est pas allé demander à avoir la nationalité française. Il est né français. Et à partir du moment où il est né français, sa renonciation n'a pas besoin d'un décret présidentiel. Il a annoncé sa renonciation. Donc, pour que aujourd'hui on puisse officialiser qu'il est exclusivement ivoirien, c'est une question de semaines. C'est une question de semaines. Donc, tout ce que les gens peuvent dire... Là, vous nous dites en exclusivité que ce mois de... là, aujourd'hui, nous sommes le 24 février, donc vous nous dites dans quelques jours... On a 52 semaines dans l'année. Oui, mais vous nous dites... Lorsque vous dites une question de semaine, ça dit que... C'est une question de semaine, ça peut être à la fin de ce mois, ça peut être à la fin du mois prochain. Ok. Ça peut être à la fin du mois prochain. Mais il n'y a pas de délai, en tout cas. Voilà, mais c'est pour dire que ça ne prendra pas 2 ans, comme les gens le disent. Ça ne prendra pas 2 ans, comme les gens le disent. J'ai fait ma requête quand même sur Google, j'ai vu qu'il n'y a pas forcément besoin de 2 ans. Bon, maintenant, à partir du moment où, le mois prochain, on a l'information qu'il est devenu maintenant exclusivement ivoirien, c'est un débat qui est clos. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, j'entends bien. Parce ça que, pourrait répondre en tout cas à Mme Diapo. Ceux qui se plaignent, qui disent qu'on n'aura pas de candidat. Mais pour la convention, notre convention, les mêmes conditions pour être éligible à la présidentielle, c'est les mêmes conditions pour être éligible pour la convention. Donc on n'a pas besoin de courir. Puisque le 5 avril, on fait notre bureau politique pour convoquer la date de la convention. Donc forcément, avant que la convention du PDCI-RDA se fasse, le président Tidjane Thiam sera exclusivement ivoirien. Justement, un des griefs aussi, c'est de savoir que jusque-là, vous n'avez pas eu de congrès, on va dire, ordinaire pour faire le toilettage des tests, d'autant plus que pour certains, les tests qui ont permis au président Tidjane Thiam d'être à la tête du PDCI devaient être toilettés. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Vous savez, le président Tidjane Thiam a succédé au président feu Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié devait être élu président en octobre parce qu'on devait organiser un congrès ordinaire. Et il est décédé.
paix à son âme. Mais après, il fallait un congrès extraordinaire pour élire le président. C'est ce qui a été fait. Et le président Tidjane Thiam a été élu président. On lui a confié une mission. Il est en train de restructurer le PDCI-RDA. Mais à la même période, nous préparons les élections présidentielles. Vous pensez que c'est encore décent d'organiser un congrès ordinaire? Le congrès ordinaire, c'est-à-dire qu'il faut changer tous les secrétaires généraux. Et les secrétaires généraux sont élus dans les tests du parti. Il faut organiser des élections dans chaque délégation, dans chaque section, pour élire des secrétaires généraux. Vous pensez qu'une période électorale actuellement, c'est des choses qu'on peut faire? Nous avons élu président. Le congrès ordinaire, il va se tenir, mais nous suggérons qu'il se tienne après l'élection présidentielle. Rien ne presse. Le plus important aujourd'hui, c'est la convention. Nous allons nous focaliser sur la convention. On choisit le président Tidjane Thiam comme notre candidat. Il ira affronter tous les adversaires qui sont en face de lui parce qu'il a dit qu'il adore la compétition. C'est un compétiteur. Il affrontera tout le monde. Et quand il sera président de la République en 2025, en octobre 2025, il organisera le congrès pour faire la restructuration de tout le parti. En tout cas, ce qui est bien, c'est que cette confiance, elle est demise au PDCI-RDA. Lorsque vous faites vos différents discours, vous allez prendre le pouvoir en 2025. Oui. Encore, il y a des griefs qui sont tenus face à votre champion, et ça s'entend, d'autant plus que pour beaucoup, il a fait preuve d'un manque de courage politique. Et qu'il vient un peu comme par opportunisme. Est-ce que ce n'est pas justifié quand même cette récrimination face à lui? Vous savez, je vais dire, le président Tidjane Thiam et moi, on a un peu la même vie. Lorsque le président Henri Konan Bédié m'a envoyé à Yopougon pour être candidat pour les législatives, j'étais le joker. C'est-à-dire, tous les autres étaient connus dans la sphère politique, sauf moi. J'étais l'inconnu. Et je suis venu troubler tout le système. Parce que personne ne s'attendait à moi. La politique, c'est comme un jeu de cartes. Lorsque vous jouez aux cartes et que c'est toujours la même personne qui gagne, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Dans ces conditions, il faut un joker. Et le joker, il apparaît à tout moment. Et le président Tidjane Thiam est apparu au bon moment. Aujourd'hui, vous-même, vous venez de témoigner du dynamisme que vit le PDCI aujourd'hui. C'est clair que... Quand on vient par opportunisme, on peut rester là, les bras croisés, et puis on observe, on ne fait rien. Mais il a apporté énormément au PDCI-RDA. Donc ce n'est pas de l'opportunisme. Il est venu au bon moment et il est en train de faire un travail remarquable que toute la Côte d'Ivoire apprécie, et principalement les militants du PDCI-RDA, et nous sommes heureux. Les autres qui peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne regarde que. Mais nous, en tout cas, et une très grande majorité des Ivoiriens sont fiers de sa venue en politique, de ce dynamisme qu'il a créé. Et grâce à lui, aujourd'hui, il y a un grand nombre de jeunes qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique, qui s'intéressent aujourd'hui. Et pour nous, il n'y a pas de temps pour ça. Nous sommes heureux du dynamisme qu'il apporte. Ceux qui pensent qu'il est là par opportunisme, ça ne regarde que eux. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes heureux de l'avoir et nous sommes heureux du travail qu'il fait. Outre justement l'actualité qu'on a pu aborder avec vous, que ce soit par rapport à la crise du foncier, les crises un peu au PDCI-RDA, notre invité, c'est M. Diao Foué. Oui. Et c'est l'une des premières interviews que vous accordez et je voudrais vous en remercier. Merci. Et chaque fois que vous parlez du président Bédié. Ça fait partie de votre âme de vie. Oui. Votre rencontre s'est faite comment? Le président Bédié, je l'ai rencontré lors de la désobéissance civile. En 2020. En 2020. Où nous avons mené la lutte pour faire en sorte que cette désobéissance-là puisse vraiment fonctionner. Et tout de suite, il m'a adopté comme son fils. Moi, j'aime les images. Ça s'est passé comment?
Parce que quand même, bon, je dis que comme c'est non, comme c'est un cas de Londres, non, comme vous étiez dans votre boulot, parce qu'on va parler aussi de votre famille. Il y a ce petit côté people quand même qu'on essaie de matérialiser sur notre plateau. Comment ça se passe? Non, comme c'est un cas un peu spécifique, parce que c'est la désobéissance civile, ce n'est pas toujours apprécié par tout le monde. Parce qu'après, il y a eu la CNT qui a été... Voilà, donc il ne faudrait pas aussi que j'explique trop dans les détails, parce que j'ai joué un rôle important dans ce